Et tout de suite, on le poursuit sur Radio Sud-Pente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans Courbet, sur deux illustratrices magnifiques, aquarellistes, etc. Sur... Voilà, Posy Simmonds et Suzanne Husky. Alors je vais commencer par Posy Simmonds. Effectivement, de jeudi dernier, mon camarade de combat, comme il aime bien le dire, ne pouvait pas m'accompagner suite à une petite opération de cataracte. Il est resté à la maison, chez lui. Et moi, j'ai quand même décidé d'aller voir 2 expositions dans Paris. Et j'avais vu tout le travail, j'avais écouté un peu qui était Posy Simmonds, cette illustratrice anglaise qui est née en 1945. Et il y a une exposition à la Bibliothèque publique d'information à Beaubourg. Donc je me suis dit, voilà, j'ai envie d'aller voir son travail et de fouiller un petit peu sur qui est cette femme. Ma curiosité était bien titillée. Alors malheureusement, arrivé à Beaubourg, l'exposition n'était pas accessible. Je ne sais pas pourquoi, personne n'a pu me renseigner. C'était fermé. Mais j'avais auparavant emprunté un de ses romans graphiques à ma bibliothèque préférée à Montreuil. Et il y avait une table sur laquelle il y avait plein d'ouvrages, donc j'ai pu potasser un petit peu son travail. Et j'ai écouté aussi un petit podcast sur France Culture où elle raconte un petit peu qui elle est. Donc ça me permet de vous raconter un petit peu qui est Posy Simmonds. Et c'est quelqu'un qui mérite d'y prêter quelque attention. Alors Posy Simmonds, elle est née en 1945 dans le Berkshire en Angleterre. Et rapidement, elle va être passionnée de dessin. Alors, elle est dans une famille de parents qui étaient agriculteurs, plutôt aisés, des descendants de Huguenots. Apparemment, sa famille, au départ, venait d'Albi. Ils sont partis en Angleterre après les massacres au XVIIe siècle. Et donc, il y a 5 enfants. Elle a 2 grands frères. Elle est au milieu. Après, il y aura deux plus petits. Et du coup, par sa situation familiale, en fait, elle va se retrouver quand même de temps en temps seule, parce que ses frères étant plus grands, ils vont rapidement partir en pensionnat, donc elle va être un peu l'aînée de cette famille, avoir du temps pour elle, qui va lui permettre rapidement de lire un petit peu les bouquins qu'il y a dans la bibliothèque de ses parents. Et elle est très avide de mots, d'images, et elle a des parents qui vont lui laisser un libre accès à leur bibliothèque. Et là, rapidement, elle va regarder des volumes de Punch, qui est un magazine célèbre pour des caricatures et des dessins. Alors, elle est très jeune, peut-être elle ne comprend pas grand-chose, mais elle va même trouver des magazines où il y a quelques images d'horreur. Elle habite donc dans la campagne anglaise, et de sa fenêtre, elle peut voir, elle voit la campagne anglaise, elle a 8 ans, elle voit des... Enfin, elle est même plus jeune, elle voit des canards, elle voit des vaches, enfin bon, tout ce qu'on imagine un peu comme image d'Épinal de la campagne anglaise. Et en fait, on est quand même peu de temps après la guerre, et il y a encore des soldats américains qui sont dans les environs, et les enfants vont régulièrement voir les soldats américains, alors qu'ils leur donnent beaucoup de friandises, de Coca-Cola, et elle dit que c'était pas trop son truc, mais par contre, ils ramènent des comics. Et c'est là justement qu'elle va pouvoir, elle, avoir accès à tous ces comics américains, et qu'elle va s'en nourrir et avoir un grand plaisir à les regarder. C'est elle qui va même être un peu la gardienne de ces comics, quoi. Et elle va prendre goût donc à tout ce dessin, et je crois que c'est pour son anniversaire de 8 ans, son père lui dit, voilà, viens chercher ton cadeau. Et là, elle dit qu'elle voit une commode, une très belle commode, un meuble avec des tiroirs, et elle se dit, ça n'intéressait pas un meuble, quoi, pour cadeau d'anniversaire, quoi. Et en fait, son père ouvre un tiroir, et là, il y a une ramette de 500 pages de papier blanc, en fait, qui lui offre pour qu'elle puisse dessiner. Et elle dit que c'est du papier un peu comme du velin avec du papier, ce qu'ils appellent taille éléphant. Alors, je crois que c'est un grand format, j'ai pas trop su ce que c'était comme format, mais du coup, elle dit que cette ramette de papier, elle a pu s'en servir toute son enfance, et ça, même jusqu'à ce qu'elle aille après à Paris continuer ses études, quoi. C'était vraiment le plus beau cadeau qu'elle ait jamais eu, quoi. Elle avait aussi, bien sûr, un tas de crayons de couleur, enfin. Donc ça, c'est un peu sa personnalité qui commence à se former. Et quand elle a 17 ans, en fait, elle va aller à Paris. Elle a envie de suivre des cours de dessin. Et elle dit qu'elle quitte un pensionnat où tout était assez rigide, aussi bien au niveau vestimentaire, enfin, donc elle arrive à Paris, et là... À 17 ans. Ouais, je crois qu'elle a 17 ans quand elle arrive à Paris, 162, donc oui, elle a 17 ans, et donc elle arrive toute seule à Paris pour une année d'études de civilisation française à la Sorbonne, et là, elle découvre
un autre monde, elle découvre une liberté incroyable, elle adore marcher partout, et elle dit qu'elle est très sensible aux odeurs. Alors, dans sa jeunesse, elle était très sensible aux odeurs de l'encre des magazines. Elle dit que pour elle, c'est un peu sa Madeleine de Proust, être allongée dans l'herbe avec un comics et sentir l'odeur de l'encre. Et quand elle arrive à Paris, ce qu'elle va sentir, c'est les odeurs de tabac, de pots d'échappement, tout ce bruit aussi, mais elle a toute cette ville qui s'ouvre à elle, et en dehors de ses cours, elle va tout dévorer. Elle va dévorer les musées, les bibliothèques, les cinémas, les expositions. Enfin, vraiment, c'est incroyable quand on l'entend raconter ça. On a l'impression de se nourrir en même temps qu'elle, quoi. Donc, c'est toute une expérience de la culture parisienne qui va transformer en même temps l'image qu'elle a d'elle-même et qui va commencer à étoffer son indépendance et ses ambitions. Après, au bout d'un an, elle va retourner à Londres. Elle veut continuer à étudier la peinture à la Central School of Arts and Crafts, mais elle change d'orientation, elle suit des cours de graphisme, et là, elle acquiert la maîtrise de la typographie et de la mise en page. Elle développe un peu ses techniques et son style en illustration. Et avant de passer son diplôme, elle obtient même sa première commande de rémunérée. Donc là, c'est un peu sa carrière qui commence. Et elle va travailler rapidement au Guardian. En fait, elle va passer, je crois, 30 ans de sa vie au Guardian. Mais au début, elle est préposée à tout faire, en fait. Donc, elle peut aussi bien faire femme de ménage que faire plein de choses. Et puis, petit à petit, elle va faire des dessins, justement. Et comme elle a une habitude de travail, elle peut rapidement dans une journée, en fait, faire un dessin pour le soir, quoi. Je crois que c'est ce qui se passera régulièrement dans son boulot. Elle a 4 jours pour faire ses dessins et les présenter après au Guardian. Et donc le Guardian, c'est un quotidien qui est de centre-gauche et une politique donc qui convient à ses convictions, quoi. Donc elle y fait ses débuts en 72, elle dessine des petites vignettes. Et sa stature est telle qu'aujourd'hui, elle est choisie en 2021 pour illustrer même la une de l'édition du 200e anniversaire, quoi. Moi, c'est une femme que je trouve vraiment remarquable, qui a touché à tout. Et un jour, elle va remplacer au pied levé le dessinateur John Kent. Et là, elle va faire un format unique. C'est une demi-page dans la rubrique femmes que le Guardian consacre destinée à ses lectrices. Et donc, elle va travailler ainsi longtemps. Et elle va faire aussi bien des contes pour enfants que petit à petit arriver au roman graphique. Et c'est ce que j'ai emprunté, moi, à la bibliothèque. Il y aura 3 romans graphiques dans sa vie pour l'instant. C'est Gemma Bovary, donc avec un clin d'œil, bien sûr, à Emma Bovary. Il y a Tamara Drew et il y a Cassandra Dark. Et là, elle travaille sur l'image de la femme, chacune étant différente. Elle dit qu'elle a obtenu à chaque fois les droits de copyright pour travailler sur ses personnages, puisque Gemma Bovary, effectivement, aurait pu ne pas être autorisée, mais là, ça présente, il n'y a eu aucun problème. Et donc, elle a un amour aussi de la littérature. D'ailleurs, l'exposition de Beaubourg s'appelle « Dessiner la littérature ». Et dans ses romans graphiques, il y a un format très spécial où il y a beaucoup d'écriture. C'est-à-dire qu'elle a autant de passion pour l'écriture que pour le dessin. Et donc, comme elle devait publier dans le Guardian sur un format spécial, elle se disait que ça n'allait pas fonctionner, que ça va faire penser à une girafe, la façon dont les vignettes devaient être positionnées. Donc, en réfléchissant, elle a trouvé un format où il y a de l'écriture et des vignettes. Et là, dans ces romans graphiques, en fait, il y a une grande partie d'écriture au centre de la page et des vignettes tout autour. Donc, ça reste un plaisir aussi bien pour les lecteurs que pour les amateurs de BD, quoi. Et donc, j'ai pu lire Tamara Drew, qui est l'histoire... c'est l'histoire un peu cynique d'un petit village de campagne où là c'est un petit village d'écrivains avec des maisons, et là, il y a une femme qui tient ça, dont son mari est écrivain, et tous les ans il y a des auteurs qui viennent se ressourcer, écrire, et il y a cette Tamara Drew qui revient dans la maison de son village d'enfance, quoi. Elle s'est refaite le nez et c'est une grande femme, grandes jambes, blonde, qui va un peu séduire tout le monde, foutre un peu le bazar là-dedans. Et il y a plein de petits regards critiques sur cette société, de même que cette femme qui tient un peu tout qui tient tout ce village là, cette maison. Elle a son mari écrivain. Alors c'est vraiment moqueur, parce que lui naturellement parade quand il y a des soirées, des aventures, et elle fait tout, aussi bien que ce soit la cuisine pour les résidents, que ce soit récupérer les manuscrits du mari qui est enfermé toute la journée. Le soir, elle lui tape ses manuscrits. Enfin, c'est bien, c'est vraiment très bien vu, quoi. Et ça s'est inspiré d'un livre de Thomas Hardy qui s'appelait Loin de la foule déchaînée.
Donc les autres romans graphiques, je les ai pas encore lus, je vais essayer de les emprunter parce que ça me donne vraiment envie de les lire. Et il y a aussi des œuvres, des bouquins pour enfants, il y a des histoires de chats et de souris qui cohabitent, enfin qui font alliance. Non, c'est vraiment une belle découverte, Posy Simmonds. Oui, non, mais moi j'ai connu une illustratrice anglaise, Babette Cole. Babette Cole, dont j'ai appris hélas le décès il y a quelques semaines, enfin il y a quelques mois, mais je l'ai appris qu'il y a quelques semaines. Et c'est vrai qu'il y a un don d'observation, d'interprétation de la vie de tous les jours, quoi. C'est pas des grands machins à la française, si on peut dire, quoi. Voilà. C'est du quotidien, mais hilarant. C'est vrai, ouais. Et elle, c'est donc là sur ce podcast de France Culture, il faut l'écouter raconter, par exemple, comment elle a commencé à faire rire. En fait, elle avait ses deux frères. Alors effectivement, à l'époque, les filles, elles n'avaient pas le droit de faire grand chose. Hein. Elles n'avaient pas le droit d'aller courir dans les arbres, dans les bois. Enfin, voilà, qu'elles restent quand même plutôt sages. Il y a en Angleterre. Voilà. Et donc, elle disait, fallait qu'elle prenne un rôle important auprès de ses frères. Donc, elle disait, je dessinais, et je me suis aperçue que quand je dessinais des fées, ils n'en avaient rien à fiche. Par contre, si je dessinais des fées qui fumaient un cigare, ça les faisait rire. Et elle se dit, par le rire, j'ai compris que je pouvais avoir un peu une importance en fait auprès d'un public. Voilà, ça c'est plutôt. Voilà, et il y a deux de ces romans graphiques qui ont été adaptés au cinéma. Donc Gemma Bovary et Tamara Drew ont été adaptés. Alors ça donne aussi peut-être envie d'aller voir ces films, de voir ce qu'on a pu en faire. Et donc à la bibliothèque, à la librairie de Beaubourg, tous ces livres sont disponibles. Il y en a qui ont été réédités. Des premiers qu'elle avait écrits quand elle faisait plein de cartoons, la True Love. Alors j'ai pas eu le temps de le lire non plus, mais ça vient d'être réédité. Et tout ce qu'elle a fait. Donc dans cette exposition, apparemment, il y a plein de croquis, sa façon de travailler, donc des feuilles qui sont un peu tachées parce que c'était des brouillons, des taches de café. Enfin, donc peut-être j'y retournerai pour pouvoir. J'y retournerai avec. C'est chouette. Ça c'est une bonne. C'est jusqu'au 1er avril, hein, donc on a du temps. Hein. On a un petit peu de temps. Voilà, donc c'est important. J'avais envie d'en parler. J'étais quand même contente de mon petit viron. Sur cette exposition, même s'il y avait cette frustration. Je suis très content d'avoir entendu cette histoire. C'était la musique de la Panthère Rose pour illustrer donc le travail de Posy Simmonds. Et deuxième partie, alors qui n'a rien à voir avec Posy Simmonds, c'est au Drawing Lab. Alors ce Drawing Lab, c'est un centre de dessin d'art contemporain. Et en fait, c'est une annonce que j'ai trouvée par hasard, l'annonce de cette expo. C'est une exposition de Suzanne Husky. Et ce sont des aquarelles, c'est un travail très minutieux. Et en fait, ce qui m'a intéressée, c'est toute sa démarche. Alors Suzanne Husky,
est née à Gajac en France, en Gironde, et elle est aussi américaine. Et en fait, elle est diplômée de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, elle a fait du paysagisme, de l'agroécologie, et elle développe une pratique qui traite des relations entre l'humain, les plantes et la terre. Et elle présente des sujets qui vont être issus du folklore, de l'artisanat ou encore des contes pour renouer avec le monde précapitaliste et le vivant, autant que des œuvres militantes écoféministes qui mettent en lumière toutes ces formes de domination sur le vivant. Et c'est ça qui m'a accroché effectivement dans la présentation de cette exposition, c'est que elle a travaillé là, avec le philosophe Baptiste Morisot. Alors Baptiste Morisot est philosophe et il a beaucoup aussi, il est dans la foulée de Philippe Descola, de Bruno Latour. Donc ce sont des gens qui plaident pour les nouvelles relations entre les humains et le reste des vivants, qui sont engagés auprès des soulèvements de la terre, qui ont fait des ouvrages marquants justement dans comment est-ce qu'on pourrait vivre un peu sur cette terre dans l'avenir en la régénérant. Et là, toute cette exposition travaille sur l'alliance avec les castors. En fait, ils ont remonté le temps, donc il y a une fresque qui doit faire 4 mètres de long, et là, elle fait un peu les étapes géologiques et de développement du vivant jusqu'à aujourd'hui, pour montrer comment, en fait, avec le castor a participé à aider les humains dans leur développement, et tout un travail autour de l'eau et des sols humides et de la régénération des sols. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, parce qu'en plus, son travail est très beau. Tu as pu en voir un peu, je t'ai montré quelques photos. L'expert aquarelliste. Voilà, il y a plein de délicatesses, il y a tous ces castors qui sont présents. Enfin, cette fresque est vraiment très très belle. Et donc, c'est un travail sur l'idée d'alliance avec des vivants non humains qui est toujours présente. Et Baptiste Morisot s'exprime largement là-dessus dans un article de Reporter, et il dit qu'en fait, effectivement, dans l'ère culturelle amérindienne, parce qu'au départ, elle s'est beaucoup basée sur l'éradication des castors en Amérique du Nord quand ils ont été massacrés pour leur fourrure, hein, pour en faire des chapeaux. Voilà, donc il dit que l'idée d'alliance avec des vivants non humains est omniprésente. Chez nous, dans la tradition moderne, depuis quelques siècles, elle a été ridiculisée. On considère qu'on ne peut avoir d'alliance qu'avec des créatures dotées de rationalité qui peuvent passer contrat. Pourtant, il y a une capacité des vivants à agir sur le monde de manière à favoriser son habitabilité. Les végétaux, les pollinisateurs, la faune des sols, les vers de terre rendent la terre habitable. Donc il devient urgent de penser qu'on n'est plus dans une situation où l'on peut bénéficier de ce qu'ils font en le prenant comme un donné, en l'exploitant et en le détruisant, pour explorer désormais un autre style de relation dans lequel on peut passer des alliances avec eux en reconnaissant l'importance de leur action et en la valorisant. Par exemple, on peut passer une alliance avec le castor en favorisant sa présence et ses effets guérisseurs sur le milieu et en s'inspirant de sa capacité à réhydrater les continents. Et là, j'ai commencé à regarder effectivement une petite conférence où Suzanne Husky et Baptiste Morisot sont interviewés tous les deux, et comment ils expliquent que les lacs avaient été créés par les castors dans l'hémisphère nord, même ailleurs, en Angleterre, en France, en Suisse. Il y a une archéologue même qui a travaillé précisément là-dessus, que les castors donc faisaient des barrages qui permettaient de garder l'eau plus longtemps, que ce bois pouvait aussi être, ce bois coupé par les castors, il y avait toute une proximité de vie qui pouvait aussi servir après pour construire un habitat, pour faire du feu, et que le fait d'éradiquer les castors, justement, a complètement détruit ce système écologique, et que maintenant les cours d'eau sont domestiqués, sont dans des canaux, et que par exemple s'il y a des pluies, la durée de perméabilité dans un sol, l'eau file beaucoup plus vite, c'est-à-dire que si on reconstruit des barrages, l'eau va rester plus longtemps et petit à petit imprégner les sols et reconstituer des zones humides qui sont indispensables à toute la biodiversité. Donc il y a tout un travail, moi, qui effectivement c'est des thèmes qui me sont très chers, quoi. Le fait que ce soit une femme qui fasse ça, son travail qui est magnifique, et en plus travailler sur le sol et le vivant, quoi. Pour moi c'est passionnant, quoi. Et donc il y a cette grande fresque qui retrace donc tous ces temps différents, avec à chaque fois plein de détails, les hommes qui sont là installés. Enfin c'est vraiment un boulot qui est très 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 précis. Il y a très précis et où l'imagination n'a pas de place, parce que c'est vraiment faire un travail d'historien sur plusieurs milliers d'années, centaines de milliers d'années. Les castors sont présents depuis 8 millions. Alors les castors, ça fait 8 millions d'années qu'ils sont là. Voilà, l'entretien des sols, quoi. Et les arbres et le vivant, c'était bien avant, quoi. Oui.
Donc elle explique tout ça. C'est très documenté. Hein. Moi, j'ai pas tout en tête, mais il faut vraiment y aller, prendre le temps de regarder. C'est dommage, il n'y a pas de petite carte postale à la fin avec quelques-unes de ces aquarelles parce qu'elles sont vraiment délicates. Il y en a une, c'est comme une arche de Noé. Effectivement, tu as tous les animaux qui sont là. Alors c'est du pastel qui est très étalé. Hein. C'est un peu flouté, mais on reconnaît pas du pastel, de l'aquarelle. Ouais. On reconnaît les animaux. Tu as un arbre magnifique aussi avec tous ces animaux dans le houppier et le castor en bas qui est en train de commencer à ronger l'arbre. Il y a un moment, il y a un tas de bois, donc ça, je pense que ça représente tout ce bois qui était utilisé par les castors pour faire les barrages, quoi. Ouais. Et il y a un petit film où on voit une naturaliste, alors ça s'appelle Patti Smith, mais il n'y a rien à voir avec la chanteuse, qui tous les jours va aux États-Unis, là, dans ce cours d'eau, elle va voir les castors. Enfin, non, c'est très touchant, ça donne quand même aussi un peu d'espoir, puis c'est beau. Donc, Oui, et puis en France, ou comme aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis qui massacraient les animaux pour leur fourrure, l'Europe n'était pas en reste à côté d'eux, et en France, on les a massacrés aussi, et ils se réinstallent en ce moment. Je me souviens, quand je séjournais dans le sud, sur les bords de la Durance, il y avait un endroit où j'allais pique-niquer, il y avait un barrage de castors, une hutte de castors, et voilà. Et ils sont dans plusieurs cours d'eau. Il y en avait aussi à l'île sur la Sorgue, où il y avait donc la Sorgue qui sort de terre, quoi. Voilà. Et il y avait aussi des castors. Alors, c'est une eau magnifique, pure, etc. Donc un peu partout en France, enfin en tout cas dans le sud où j'étais, les castors refaisaient leur petit boulot de bouffer les arbres. Et d'ailleurs, sur le barrage qu'il y avait à, comment ça s'appelait, à Robion, non pas Robion, non. Il y avait donc, on voyait des arbres par terre, quoi, qui avaient été consciencieusement rongés. Ça avait comme des épieux. Alors ils se nourrissent des écorces, des feuilles, etc. Puis ils en profitent pour faire leur barrage. Mais c'est vraiment, on retrouve là la nature telle qu'elle était il y a plusieurs millions d'années. Ouais. Et dans son travail aussi, il y a une belle planche là, parce qu'elle fait aussi référence aux mythes anciens. Et là, il y a une planche sur Mélusine, esprit de l'eau, déesse mère, point d'interrogation. Donc on voit cette Mélusine qui est un peu une sirène, quoi, un corps de femme et une queue de poisson qui amène l'eau, qui amène la vie. Donc il y a plein de petites vignettes comme ça. Et il y a le castor qui est là aussi présent, quoi. Ouais, c'est curieux parce que dans toutes ces illustrations, il y a un petit castor qui est présent, qui est avec un petit filet bleu tout autour, qui fait ressortir de l'illustration, voilà, qui est toujours présent, quoi. Il y a un fil d'Ariane comme ça, c'est assez passionnant. Non, moi je regrette de m'être éloigné de tout ça, mais j'espère qu'avec ce que Dominique Patetto nous raconte, que ça donne vraiment envie. Ouais, j'étais vraiment contente de découvrir ce lieu. Sur Métro Palais Royal, c'est 17 rue de Richelieu, donc c'est très facile d'accès. Et donc, il y a ce travail permanent avec Baptiste Morisot, un conjoint. Et donc, apparemment, je crois qu'il devait sortir un livre. J'ai pas trouvé s'il était déjà sorti, mais il y a des extraits de livres, de ce livre-là, comme quoi habitants et scientifiques se mettent à l'école des rongeurs pour défendre l'eau et la vie contre les sécheresses, les crues, les incendies, protégés par la loi, reviennent les lits des rivières, remontent les eaux, ralentissent, hydratent, regorgent, réveillent tout le cortège de la vie. Et là, il y a un dessin avec de l'eau qui circule. Il y a une partie supérieure aussi avec la vie. Enfin, donc voilà, c'est parsemé de textes et d'images, quoi. Enfin, en tout cas, ça donne envie de lire aussi Baptiste Morisot, qui lui est donc philosophe, mais donc qui travaille beaucoup sur la nature, qui est pisteur. Donc j'ai appris aussi qu'il a beaucoup pisté les animaux sauvages. Donc c'est des chouettes découvertes, je trouve, et ça c'est toujours. Tu n'es pas fatigué ce soir? Non. Tu ne te couches pas tôt. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que donc il y a ce mouvement au XXIe siècle qu'ils appellent un mouvement d'alliance avec le peuple castor, et ils ont fait des petits patchs à coudre sur les vêtements, alliance avec le peuple castor, et il y a même des mugs alliance avec le peuple castor, quoi.
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed day and dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, and also are the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, oh, also are the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Donc c'était What a Wonderful World avec cette voix magnifique de Sarah Kroger. Les expos, donc il y a cette exposition Suzanowski, c'est jusqu'au 7 avril au Drawing Lab, donc 17 rue de Richelieu à Paris. L'exposition Posy Simmons, donc à la Bibliothèque publique d'information à Beaubourg jusqu'au 1er avril. Secousse, ça arrive à la fin de la semaine. Secousse, c'est une exposition de gravure organisée par l'association Le Trait à la Fondation Taylor. Le vernissage est jeudi et l'exposition dure jusqu'au 30 mars. Et là, c'est important parce qu'on a notre copine Marie-Christine qui expose. Donc, il faut absolument y aller. Marie-Christine Béguet. Voilà, donc c'est important. Hein. Nous, on y sera et on espère que vous y viendrez. Enfin, toi, tu y seras. Moi, j'y serai. Désiré Lucas, Voyage vers la lumière et la couleur. Donc, c'est au musée Eugène Carrière jusqu'au 17 mars. Chana Orloff, musée Zadkine jusqu'au 31 mars. Une merveille. Tout à fait. Les baigneurs de Daumier, la Société mise à nu au musée de l'Estampe de Gravelines jusqu'au 26 mai. Balzac, Daumier, les Parisiens à la Maison de Balzac jusqu'au 31 mars. Terminé. Maurice Denis, les Chemins de la Nature à Saint-Germain-en-Laye jusqu'au 31 mars. Et le culturel de la semaine. Alors moi, je suis allée en cavalier seul, toujours au cinéma, voir Bye Bye Tibériade. Bye Bye Tibériade, c'est un film palestinien.
réalisé par la fille de l'actrice Yamabas, cette actrice qu'on a vue dans ce film magnifique qui s'appelait Les Citronniers, où elle a une parcelle avec des citronniers et une famille s'installe d'Israéliens à côté et veulent, pour avoir la vue, lui faire couper tous ses citronniers. Enfin, c'est vraiment une actrice connue. Et là, sa fille filme son histoire en remontant donc sur l'histoire familiale. Donc ça nous permet d'avoir un film autour de femmes, la fratrie, parce qu'elle a 4 sœurs, enfin ils sont je crois une dizaine d'enfants, mais il y a au moins 4-5 sœurs qu'on voit souvent ensemble. Il y a la maman, il y a la grand-mère, et donc depuis leur expulsion en 48 de ce village près de Tibériade, quand ils ont été chassés par la Nakba, dont une tante même qui elle a été en Syrie, qu'elle n'a pas revue depuis longtemps. Et donc c'est un film de Lina Swalen, et il y a vraiment plein de belles choses, parce qu'elle filme sa maman, elle filme ses amis, elle filme sa famille, et donc on a aussi l'histoire de ces familles expulsées. Comment est-ce qu'on fait quand on est une arrière-petite fille d'une famille qui a été chassée d'un village. Elle est née en France, hein, donc quand elle était petite, elle allait régulièrement en Cisjordanie, se baignait dans le lac de Tibériade. Il y a des photos aussi, des petits films anciens. Enfin, c'est vraiment un film très 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 touchant, plein d'amour, plein de belles choses. Je regrette de ne pas t'avoir accompagné. Et toujours sur Radio Soupente, salut à nos Amish. Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest, ça roule les potes. Jean-Paul Souraz, un grand peintre de Schnorr, qui habite à Coudekerbranche, dans la banlieue de Dunkerque. On est allé le voir il y a un moment déjà, et on en a gardé un souvenir inoubliable. Claudine, une copine à ma camarade Pichetto. Salut Claudine. Ouais, qui vient de voir une super expo qui est à Lille en ce moment. Apparemment, il y a une belle expo au musée des Beaux-Arts de Lille. Ah ouais, ouais. Ah, c'est un beau musée. Corinne, Joël, Anne-Emmanuel et Fredo, 4 potes, dont 3 sont des artistes et qu'on aime beaucoup. Juliette Plante, une graveuse, grande graveuse qui est en relégation à Rochefort-sur-Mer, qu'on a connue à Paris, voilà, et qui peut aussi enseigner la gravure, si vous êtes intéressé, et qui anime aussi des planches horaires, oui, enfin, je pense qu'on dit ça comme ça, sur Radio Micaille, une radio locale, pas loin de Rochefort, probablement. Marie-Christine Béguet, une graveuse en résidence dans Cévennes, qui va être la vedette là, à la fondation... La fondation Taylor, voilà. Et avec qui on déjeune demain midi. Voilà. Youpi. Des casse-casse garbés. Clément, graveur fou qui grave sur tout ce qui se présente à lui. Voilà. Un king de la taille d'épargne. Agnès Dubar, c'est une graveuse en relégation en Bretagne Sud. Thierry Morciot, un graveur bruxellois. Alors attention, c'est pas un minaire, c'est un grand, voilà, qu'on pourrait dire un descendant ou un successeur ou une filiation avec Ansor. Alice Amoroso, la plus jeune graveuse de la planète, peut-être de l'univers, on ne sait pas, une pointure aussi. Sophie Villoutreix-Brageux, graveuse, elle aussi majeure, oui, que nous avons rencontrée aux Journées de l'Estampe. Voilà, c'est ça. Et c'est une rencontre inoubliable. Raoul Villoula, un très grand graveur aussi, pote avec Alice, ils sont à peu près de la même génération. Colette et Jacqueline, 2 veuves de grands plasticiens, Raymond Imbert et Odon. Liliane et Laurence, qui signent Claude Isner. Et qui sont des écrivaines, dont une, Liliane, a mis les bouts. Voilà. Alors Laurence se retrouve toute seule, et c'est pas fastoche d'écrire toute seule quand on a pris l'habitude d'écrire à 2. Geneviève, notre sorcière bien-aimée. Salut Geneviève, je sais que tu peux pas nous écouter parce que tu n'as même pas d'ordinateur. Bon, t'écris tout à la main. Bon.
Marie-Christine et Christophe, 2 militants chez Militants Chemelette. Cécile, tu la sens, ma 5e puissance. C'était une émission animée par Cécile. Oui, Cécile, on l'entend toujours, ta 5e puissance et on t'aime. La Rose Flamboyante, par contre, elle fait toujours son émission, 2 émissions d'ailleurs, à destination des enfants et de leurs parents, une ancienne institutrice, hein, ça déménage. Mais elle est sur une radio une radio qu'on dit Omni. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, dont nous avons découvert une partie de l'œuvre dans la librairie L'Empreinte de Florence Quenu à Bourg-en-Marlotte. Une librairie, je vous dis pas, vous pouvez y aller, hein, vous ne serez pas déçus. Ni déçus non plus par Bourg-en-Marlotte. Vous savez, je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas vous saouler, hein, après une émission comme celle-là. Dominique Paul-Alardouin, une grande galériste, hélas aujourd'hui disparue, ainsi que sa maman, Thérèse Franco, qui était aussi une grande galériste. Mais Dominique Paul-Alardouin avait la particularité d'être quelqu'un de très accueillant. Voilà. Marie Degnaud, une galériste qui anime Rive Gauche, une galerie, oui, une galerie, ça anime une galerie, une boutique, si vous voulez, voilà, qui s'appelle la Galerie Kaléidoscope, qui présente des artistes au travail sérieux, comme en ce moment, comment ça s'appelle en ce moment, la Tchécoslovaque? Teresa Lockman, mais c'est terminé l'exposition. Ah bon, vous ne pourrez pas la voir, Teresa. Et Antoine Mallory des Champignons, c'est un trio musicaux pas triste. Et enfin Anna Sinoracka, une peintre polonaise dont les œuvres tiennent au mur. Voilà, et pas de nouvelles pas de nouvelles des Champignons, mais j'espère que tout va bien. Oui. L'émission est à l'écoute sur notre blog arracaille.fr à partir de tout de suite, c'est-à-dire bientôt. Voilà. Et on se finit avec Mélismel, faut vivre. Et salut les copines. Salut à tous. Malgré l'écran cieux tu néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages,
mensonge où le cœur s'écœure et s'enlise. Faut vivre, malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir. Faut vivre, malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre. Faut vivre, malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater. Faut vivre, faut vivre, faut vivre, faut vivre. Faut vivre.